Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer et paramétrer des formes primitives vectorielles dans Photoshop. Avec les formes vectorielles, vous pourrez par exemple faire des fonds pour vos textes, enrichir vos documents avec des formes. Vous pourrez aussi utiliser des formes vectorielles pour mettre des images à l'intérieur de celles-ci. Vous pourrez faire des boutons, vous pourrez faire des icônes. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire avec les formes vectorielles. Ce qui est intéressant avec ces formes, c'est qu'elles sont totalement indépendantes de la résolution de votre document. Vous allez pouvoir agrandir et rétrécir ces formes sans perte de qualité, voilà, puisqu'elles sont vectorielles. Elles ne sont pas liées à un quota de pixels. On va voir dans cette vidéo comment créer et paramétrer les formes primitives dans Photoshop. Les outils qui nous intéressent se trouvent sous la flèche noire, dans la barre des outils ici. Si vous faites un clic prolongé ou un clic droit, vous allez voir ici l'ensemble des outils disponibles dans ce groupe. On va s'intéresser dans un premier temps à l'outil rectangle. Je clique sur l'outil rectangle et avant de le poser, je vais faire attention ici, dans la barre des options, d'avoir ici l'option forme cochée. En effet, ici je souhaite créer une forme vectorielle et non pas un tracé ni une forme en pixels. Ok, donc je choisis forme, ok, et je vais pouvoir poser mon rectangle. Alors on a plusieurs façons de le faire, soit je fais un cliquer glisser et je pose mon rectangle. Tout de suite, vous allez voir le panneau propriétés s'ouvrir avec les propriétés donc de ce rectangle. Nous verrons plus tard comment faire pour le paramétrer. Et nous avons dans le panneau calque un nouveau calque de type forme qui vient d'être créé. Vous avez ici cette petite icône en bas à droite qui vous indique que nous sommes en présence d'un calque de type forme. Je vais vous montrer d'autres façons de faire pour poser un rectangle avec un cliquer glisser. Je vais faire attention d'avoir toujours l'outil rectangle actif, ok. Je fais d'abord un premier clic, ok, je peux comme ça faire un cliquer glisser comme j'ai fait tout à l'heure, mais si j'appuie sur majuscule ensuite, je vais faire un rectangle. Alors ce sera très important d'appuyer sur majuscule après avoir fait votre clic. Pourquoi? Parce que si vous le faites avant, vous voyez ici vous allez avoir un petit plus sur le curseur, okay, qui vous indique que vous allez du coup faire deux formes sur le même calque. Vous voyez ici j'ai créé un autre calque, hein, c'est ce que je souhaitais faire, un autre calque de forme. Et regardez bien ici, dans la barre des options, par défaut, nous sommes sur nouveau calque. C'est pour ça qu'un nouveau calque de forme a été créé lorsque j'ai posé mon deuxième rectangle. En dessous, j'ai d'autres options qui vont me permettre, par exemple, d'associer des formes, de les soustraire ou de faire des intersections de formes ou d'exclure les formes qui se chevauchent. C'est pour ça que je vous disais, faites attention, si vous souhaitez faire un carré à l'aide d'un cliquer glissé, de faire votre premier clic en premier et d'appuyer sur majuscule ensuite. Car si on fait d'abord un appui sur la touche majuscule, regardez, j'ai maintenant un petit plus à côté de mon curseur, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce qui, regardez ici, dans le panneau des options, dans la barre des options ici, va me faire faire en fait une association de formes. Si je mets maintenant mon rectangle au-dessus de l'autre, je vais me retrouver, regardez, avec un seul calque. Hein. Je n'ai pas rajouté de calque par la suite. J'ai mes deux formes qui sont associées. Et si je fais la même chose mais en décalé, ici je vais créer donc un carré à côté mais dans le même calque. Ok. Donc faites attention à cela si vous souhaitez faire un carré sur un nouveau calque. Il faut bien faire un clic d'abord, vous appuyez sur majuscule et vous lâchez le clic. Ok. Si vous appuyez sur Alt, vous allez pouvoir faire une création à partir du centre de votre rectangle. Mais là, ça sera la même chose. Il faudra faire attention d'abord de faire un clic, ok, d'appuyer sur Alt, et voilà, là vous ferez une création depuis le centre. D'accord? Et si j'appuie en même temps sur majuscule, je ferai un carré depuis son centre. Ok? Bien, alors il y a une autre astuce aussi. Regardez, j'ai toujours pas lâché le clic. Si j'appuie sur espace, je vais pouvoir déplacer mon rectangle avant de le poser. Maintenant, si je lâche le clic, voilà, j'ai créé un rectangle à partir de son centre que j'ai déplacé avec la touche espace avant de le poser. Vous aurez maintenant un nouveau calque. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de calque sélectionné, dans ce cas, vous pourrez soit cliquer dans cette zone ici, là, la zone grise pour désélectionner les calques, ou alors aller dans le menu sélection et vous choisissez désélectionner les calques. Dans ce cas, vous pourrez appuyer sur majuscule en premier et faire comme cela un cliquer glisser, ce qui vous fera un carré depuis son centre.
Par contre, dès que vous aurez un calque de forme sélectionné, faites attention, lorsque vous allez ajouter des formes, à avoir ici l'option Nouveau calque, si c'est ce que vous souhaitez faire, créer un nouveau calque de forme, ou bien, si vous souhaitez créer un carré dans un autre calque, de faire en premier un clic, d'appuyer ensuite sur majuscule. Donc voilà des petites astuces qui vous permettront de créer ou non des calques supplémentaires. Si vous faites un clic simple, vous aurez une boîte de dialogue qui va s'ouvrir, dans laquelle vous allez devoir renseigner la largeur et la hauteur de la future forme que vous allez créer. Et vous pourrez aussi définir si elle est créée à partir de son centre ou non. Donc le centre sera défini par le clic que vous aurez fait dans votre document. Si vous cliquez sur OK, le rectangle va arriver avec les paramètres saisis. Bien, vous avez dans la barre des options ici, à ce niveau-là, cette petite roue crantée, d'autres paramètres qui vont vous permettre, lorsque vous allez faire un cliquer glisser, de soit définir une forme libre, c'est ce que nous avons fait précédemment, soit alors de dessiner directement que des carrés. Okay, si vous cochez ça maintenant, tout ce que je vais dessiner là, ce sera forcément des carrés. Vous aurez la possibilité aussi de définir une taille fixe. Par exemple, si je veux faire que des rectangles d'une largeur de 100 sur une hauteur de 50 pixels, par exemple, maintenant, tout ce que je vais poser, ce seront des rectangles de cette taille. Il faudra faire un clic et glisser. Si vous faites un clic simple, vous aurez aussi la boîte de dialogue qui va arriver. Très bien. Ou alors, vous pouvez définir une proportion. Je peux décider de faire, par exemple, des rectangles qui ont une largeur par exemple, de 4 sur une hauteur de 3. Okay, et ça me fera, voilà, des rectangles qui auront toujours ces proportions. Ensuite, vous avez la possibilité, bien sûr, de cocher à partir du centre, ce qui vous fera donc ce que vous avez décidé ici, mais à partir du centre. Donc, je vais me remettre ici avec la forme libre cochée, et on va poursuivre. Je vais quand même faire un petit peu de nettoyage, encore une fois, dans mon document. Je sélectionne les calques, je les mets à la poubelle, et je vais me concentrer uniquement sur ce rectangle. Je vais le placer ici, et voilà. Donc, j'ai les propriétés de ce rectangle qui s'affichent dans mon panneau propriétés. Je vais retrouver largeur sur hauteur, que je pourrais modifier ici, si je décide qu'il fait maintenant 1000 pixels de long. Il me suffit de choisir 1000 ici. Ce sera la même chose pour la hauteur, bien sûr. En X et en Y, ce sera la position de celui-ci dans mon document. 0 étant le coin supérieur gauche ici. Très bien. On verra fond, contour et l'apparence des contours plus tard. On va d'abord s'intéresser ici aux paramètres qu'il y a ici, c'est-à-dire les arrondis des coins. Donc ici, on a les paramètres des coins arrondis d'un rectangle. Je vais d'abord vous montrer ce qui se passe en bas. Vous avez des petites icônes qui représentent les 4 coins. Donc coin supérieur gauche, coin supérieur droit, coin inférieur gauche, et ici, coin inférieur droit. Si vous mettez votre curseur sur une des icônes, vous avez 2 flèches. Si vous faites un cliquer glisser, vous allez pouvoir regarder modifier les arrondis de cette manière-là. Ou bien vous pouvez saisir une valeur directement dans la zone de saisie à ce niveau-là. Si vous souhaitez des valeurs différentes pour chacun des angles, vous décochez ici la chaîne. Très bien, et je peux dire que dans le coin supérieur gauche, j'ai pas d'arrondi. Vous voyez qu'ici, du coup, j'ai pas d'arrondi. Je peux faire la même chose pour le coin inférieur droit si je le souhaite. Voilà, je n'aurai pas d'arrondi non plus là. Si je souhaite un arrondi un peu plus important dans l'autre, je vais mettre ici 200. Je serais peut-être limité, vous voyez. Là, je ne pourrais pas saisir 200 puisque au bout d'un moment, voilà, l'arrondi sera trop gros par rapport à la taille de ma forme. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe en haut ici? Vous avez la possibilité de saisir aussi des valeurs à la main cette fois-ci. Donc, si je mets par exemple 20, la première valeur sera le coin supérieur gauche, celui-ci. La deuxième valeur sera le coin supérieur droit, celui-ci. Donc on retrouve 135 là. On va retrouver en troisième valeur le coin inférieur droit, celui-ci. Et enfin, la quatrième valeur concernera le coin inférieur gauche. Alors, il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là, c'est que, regardez, si je mets 0, donc je sélectionne tout, je mets 0, je valide avec tabulation.
Très bien, donc j'ai repassé tout à 0. On va faire des petites modifications et je vais dire que par exemple ici j'ai 50 pixels pour cet angle-là, donc ce sera celui-ci, vous voyez que là je n'ai pas modifié les autres. Je vais mettre 30 pour le coin ici supérieur droit, ok. Je vais mettre aussi 50 pour le coin inférieur droit et je vais mettre vraiment des valeurs différentes, 20 pour le coin inférieur gauche. Très bien, donc vous voyez ce que ça a fait. Ce qui sera intéressant, c'est que même si je coche ici en bas la chaîne, toutes les modifications que je vais faire vont s'ajouter à ces valeurs-là de la même valeur, puisque c'est chaîné. Mais ça ne va pas repasser chaque contour avec la même valeur. Regardez, je vais augmenter ici. Vous voyez que le changement se fait de manière proportionnelle. En fait, j'ajoute juste des valeurs à tous les coins aux valeurs qui étaient définies en haut. Donc voilà, donc ne soyez pas étonnés si vous avez fait des modifications ici à la main dans la première barre de saisie ici. Si vous chaînez tout et que vous faites une modification, l'ensemble ne va pas s'uniformiser, hein. Ce sera juste ajouté de la même manière aux 4 angles si vous avez la chaîne cochée. Donc voilà comment on fait pour ajouter des angles à un rectangle. Il y a quand même des limites aux propriétés qu'on peut avoir dans le panneau propriétés. C'est que si je fais une transformation à ma forme vectorielle, notamment avec la commande transformation manuelle de tracé, qu'on va trouver dans le menu édition. Vous avez ici transformation manuelle. Si je clique là-dessus et que je l'active, si je fais une rotation ou n'importe quelle transformation, regardez, le panneau propriété maintenant considère que cette forme-là n'est plus dynamique. Elle m'a du coup presque, on va dire, comme dans Illustrator, décomposé la forme, c'est-à-dire que j'ai encore un objet vectoriel, d'accord, mais je n'ai plus accès à ses propriétés. Donc faites attention avec la transformation. Une fois que vous avez créé votre forme, si vous faites une transformation, vous allez perdre le côté dynamique de cette forme primitive. Bien, nous allons voir maintenant comment utiliser l'outil ellipse. Avant de voir l'outil ellipse, je voudrais juste vous parler ici de l'outil rectangle arrondi, car on va se retrouver avec les mêmes paramètres que l'outil rectangle, à part un en plus que vous aurez ici dans la barre des options, qui est le rayon, c'est-à-dire la possibilité de choisir dès le début le rayon de tous les angles de ce rectangle. Regardez, si je mets ici 100, par défaut vous aurez 10, et que je valide avec tabulation, voilà, si je pose mon rectangle, il aura dès le début un rayon de 100 pour chaque angle. Ensuite, tout ce que je vous ai montré précédemment, sur comment le poser, sur les paramètres qu'on a ici, et ce qu'on a dans le panneau des propriétés, ça restera identique à l'outil rectangle de base. Ok, donc c'est pour ça que je passe vite là-dessus, avant de vous montrer l'outil ellipse. Alors je le glisse à la poubelle, je vais aller chercher ici, dans le même groupe, donc l'outil ellipse, et l'outil ellipse c'est pareil, si je fais un cliquer glisser comme ça, je vais créer une ellipse. Très bien. Si je fais un clic simple, je vais pouvoir paramétrer ici mon ellipse. Et en fait, tout ce que je vous ai montré aussi pour l'outil rectangle va s'appliquer. C'est-à-dire que si je fais un cliquer glisser, j'appuie sur le majuscule ensuite, je vais faire un rond cette fois-ci. Ok. Et si je fais un Alt, je vais le faire depuis le centre. Et si j'appuie sur le majuscule, ce sera un rond depuis le centre. Ok. Très bien, tout le reste, tout ce que je vous ai montré aussi ici, dans la barre des options, avec l'outil rectangle, s'applique bien sûr pour l'outil ellipse. Par contre, dans le panneau propriété, on va trouver beaucoup moins d'options, puisqu'ici, il n'est pas question de modifier les arrondis des angles, puisque nous sommes en face d'une forme arrondie. Très bien, voyons voir maintenant l'outil polygone, qui se trouve juste après l'outil ellipse. Okay. L'outil polygone donc, va se poser exactement de la même manière que les derniers outils qu'on a vus. Okay, donc toutes les astuces que je vous ai montrées avec majuscule et Alt vont s'appliquer. Ici, ce que vous allez pouvoir faire, c'est choisir le nombre de côtés depuis la barre des options ici. Donc ici, j'ai un pentagone. Ok, très bien. Je vais pouvoir choisir de 3 à 100 côtés. Donc si je veux faire un triangle, je mettrai que 3 côtés. Ok. Et si j'appuie sur majuscule, regardez, je vais pouvoir bloquer l'angle
hein, je vais pouvoir faire un triangle qui sera aligné comme ça, avec sa base à gauche. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec? Des choses très intéressantes. Si je clique ici sur là-bas, sur la roue crantée, là, je vais pouvoir choisir de faire des étoiles. Donc si je clique ici sur étoiles, je vais pouvoir définir ici les côtés indentés avec un pourcentage. Regardez à 10% ce que cela va me faire. Voilà, 10%. Donc on a ici des points supplémentaires qui vont se créer. Si je mets 50%, vous allez voir ce que ça va faire. Voilà, ça me fait ce genre d'étoiles. Évidemment, si je mets plusieurs branches, si je mets, allez, 12 branches, je vais pouvoir faire des étoiles comme ceci. Très bien. Et ce que vous allez pouvoir faire en plus, c'est ça, c'est des angles arrondis. Donc voilà, grâce à ça, je vais pouvoir réaliser par exemple des fleurs. Ok. Je vais décocher angle arrondi pour vous montrer voilà, que vous avez ici branche arrondie. Donc les branches, c'est ce qu'il y a entre chaque coin. Donc voilà, ça va me faire ce genre de forme. Très bien. Ok. Et si je coche maintenant en plus angle arrondi, si je coche tout du coup, je vais me retrouver avec une forme comme cela. En ce qui concerne les propriétés de cette forme, si je regarde dans le panneau propriétés, je ne vais pas pouvoir ici changer la couleur, les contours, et non plus choisir a posteriori de changer le nombre de branches et les propriétés de celles-ci. Non, je vais juste retrouver ce que je trouve habituellement dans un calque de forme, c'est-à-dire la densité et le contour progressif que je vous montrerai un peu plus tard. Très bien, donc il nous reste à voir maintenant l'outil trait qu'on va trouver ici. Le premier paramètre intéressant à définir, c'est l'épaisseur du trait. Si vous mettez un pixel, vous allez dessiner des traits qui feront un pixel d'épaisseur. Si vous appuyez sur majuscule, vous allez pouvoir bloquer les axes. Si vous voulez un trait bien horizontal, appuyez sur majuscule et glissez horizontalement. Si vous le voulez verticalement, appuyez sur majuscule. Alors pensez à toujours cliquer sur majuscule après avoir fait votre clic si vous aviez un calque de forme déjà sélectionné. Okay, c'est la même problématique que tout à l'heure avec les carrés. Très bien. Vous pourrez aussi du coup faire des traits à 45 degrés si vous appuyez sur majuscule de la même manière. Ok. Puisque majuscule va vous permettre de magnétiser les angles à 45 degrés. Ok. Alors, l'épaisseur du trait peut aller de 1 pixel à 1000 pixels au maximum. Faites attention, ça porte le nom de trait, mais c'est assez trompeur, puisque en fait c'est une forme rectangulaire. Si je zoome très fortement, on va voir qu'on a bien 4 points. Donc si j'ai 2 points à la première extrémité, j'aurai 2 autres points de l'autre côté. Donc nous sommes en présence d'une forme vectorielle avec un fond, okay, et ce n'est pas uniquement un tracé. Ce sera très important pour la suite, lorsque vous allez par exemple vouloir déformer, vouloir changer l'orientation par exemple d'un trait, il faudra bien faire en sorte de sélectionner les 2 points, sinon vous risquez de faire une forme qui ne ressemblera plus à un trait. Donc quels sont les paramètres intéressants avec l'outil trait? C'est ça, si vous cliquez sur la roue crantée, vous aurez la possibilité de créer des flèches, soit des doubles flèches, c'est-à-dire une flèche au début et une flèche à la fin. Regardez, je vais cliquer fin ici. Alors attention, les paramètres que vous allez saisir ici ne seront valables que pour les prochaines formes que vous allez dessiner, ça ne modifie en rien la forme qui est sélectionnée ici. Vous aurez ici l'épaisseur et la taille de la forme flèche qui va s'ajouter en bout ou au début. Elle est définie en pourcentage de l'épaisseur de départ. Donc ici j'ai défini la valeur à 1000%, donc j'aurai une flèche qui va ressembler à ça, okay, donc elle reste assez petite. Par contre, si je change ici l'épaisseur, si je mets 10, j'aurai un trait donc beaucoup plus gros et du coup une flèche beaucoup plus grosse. Je vais peut-être changer cette valeur là, je vais mettre 500 en taille. Alors la taille, vous allez voir la différence. La taille de la flèche, c'est en fait ici cette zone là, donc c'est sa largeur, tandis que
l'épaisseur, et ben, c'est la hauteur en fait de la flèche. Alors là j'ai mis 50, pardon, c'est un peu petit, je vais remettre 500. Voilà, donc celle-ci est 2 fois plus petite, donc c'est cette forme-là que la précédente. Si je veux, je peux aussi avoir une flèche en début, une flèche à la fin, ok, de cette manière-là. Donc ça peut être utile dans des documents, bien sûr, pour positionner des flèches. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on ne peut pas ajouter, comme dans Illustrator, une forme de flèche sur un tracé libre ou sur un tracé ouvert défini par la plume, par exemple. Ça, c'est un petit peu dommage. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi au niveau des paramètres ici? C'est la concavité. Si je mets 50%, vous allez voir, ça va me créer des flèches qui seront concaves de ce type-là. Voilà, donc au lieu d'être droites, elles sont un petit peu rentrées. Voilà. Dans le panneau propriétés, comme pour les formes polygonales, on va trouver les propriétés de base des formes vectorielles. On ne va pas trouver d'autres propriétés, donc on n'aura pas la possibilité de modifier a posteriori la forme de la flèche, par exemple, ou l'épaisseur de notre trait. Ok, donc voyons voir maintenant la dernière chose intéressante dans les formes vectorielles, ce sont les formes personnalisées. C'est le dernier outil ici. Et cet outil-là est intéressant car, regardez ici dans la barre des options, on a un paramètre forme. Si on clique dessus, on aura la liste des formes disponibles dans Photoshop. Alors par défaut, vous en avez beaucoup moins que ça. Si vous souhaitez toutes les faire apparaître, vous cliquez ici sur la roue crantée en haut à droite. Vous allez chercher ici toutes, ou alors vous cherchez juste une bibliothèque en particulier. Moi, j'ai choisi ici de toutes les afficher, puisque bon, il y en a pas mal, mais pas tant que ça. Vous cliquez sur toutes et vous pourrez, si vous cliquez sur ajouter, les ajouter aux formes déjà présentes dans votre bibliothèque. Donc je ne vais pas le faire ici car je les ai déjà. Ok. Je vais retourner quand même ici sur la roue crantée pour vous montrer que bon, on a déjà la possibilité de changer l'affichage de ces formes en cliquant dans ces options ici. Si vous cliquez ici, vous ouvrirez le gestionnaire des paramètres prédéfinis dans lesquels vous allez pouvoir ajouter ou supprimer des formes qu'il y a là-dedans. Si vous cliquez sur réinitialiser les formes, vous allez vous retrouver avec les formes de base que vous aviez tout à l'heure, si vous n'aviez pas ajouté des formes. Vous pourrez charger des formes. Si vous cliquez ici, vous allez, Photoshop va vous demander d'aller chercher un fichier sur votre disque dur qui porte l'extension CSH, okay, dans le chemin par défaut où Photoshop enregistre les formes. Donc ce chemin-là sera différent en fonction du système d'exploitation que vous avez et même de sa version. Okay, donc si vous souhaitez retrouver facilement vos formes, ou si vous en avez téléchargé sur Internet, sauvegardez-les à cet endroit. Okay, donc relevez bien l'endroit sur votre disque dur où elles sont installées. Et comme ça, lorsque vous allez charger des formes, ça ira directement dans ce répertoire. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les mettre là. Vous pouvez les mettre où vous le souhaitez dans votre disque dur. Cependant, il faudra aller les chercher manuellement lorsque vous allez charger des formes. Très bien, donc des formes, vous allez pouvoir en trouver sur Internet. Je vous montrerai même comment faire pour en créer, pas dans cette vidéo, mais dans une prochaine vidéo, c'est sûr. Ok, alors comment on fait pour poser une forme? Il suffit de la choisir dans la liste. Par exemple, je vais prendre ici cette patte de chien. Ok. Et si vous souhaitez respecter le rapport largeur sur hauteur de la forme d'origine, il faudra appuyer sur majuscule, ok, pour respecter ce ratio. Sinon, vous risquez, regardez là, je n'ai pas majuscule enfoncé, vous risquez voilà, de déformer la forme, ce qui n'est peut-être pas très souhaitable. Ok, donc voyons voir maintenant comment je peux changer l'apparence de mes formes vectorielles, c'est-à-dire modifier la couleur de fond, ajouter ou non un contour et comment modifier l'apparence de ce contour. Cela se fait à divers endroits. On a vu qu'on pouvait le faire depuis le panneau propriétés avec certaines formes. Alors, avec quelle forme, rappelez-vous? On peut le faire avec une forme rectangulaire. Avec la forme rectangulaire, vous aurez la possibilité de changer la couleur de fond, de contour et même l'apparence des contours depuis le panneau propriétés. Vous pourrez le faire aussi avec, bien sûr, l'outil rectangle arrondi. On va retrouver ces propriétés-là aussi là. Vous pourrez aussi le faire avec l'outil ellipse. Et c'est tout. Voilà, avec toutes les autres formes, l'outil polygone, vous ne les aurez pas. Avec l'outil trait, vous ne les aurez pas non plus. Et bien sûr, avec la patte de chien ici, qui est une forme personnalisée,
vous ne les aurez pas non plus. Donc, comment faire pour les avoir avec les formes qui ne les ont pas, puisque ce sera plus fréquent de ne pas les avoir dans le panneau propriété que de les avoir. Donc, il faut savoir où cela se trouve. Regardez, si j'ai sélectionné la patte de chien, donc avec l'outil de déplacement, ou alors vous pouvez cliquer bien sûr dans le panneau calque pour sélectionner le calque que vous le souhaitez. Et regardez, normalement ça se trouve dans la barre des options. Or là, j'ai aucune option qui me permette de modifier la couleur de fond, ni l'apparence de mes contours, etc. en sélectionnant de cette manière-là mes formes. Je pourrais le faire uniquement sur les formes qui ont cette possibilité dans le panneau propriété. Bien, alors comment faire? Il faut utiliser ici l'outil de sélection de tracé qui est la flèche noire qui se trouve à ce niveau-là dans ma barre des outils. Ok, donc je sélectionne par exemple ici en cliquant dans mon panneau calque sur une forme. Ok, on va choisir la patte de chien ici. Et à partir du moment où j'ai l'outil de sélection de tracé qui est actif, regardez maintenant, dans la barre des options, j'ai la possibilité de changer la couleur de fond, d'ajouter un contour, de modifier les paramètres de ce contour. Ok, donc voyons voir les paramètres de fond. Si je clique ici sur le sélecteur de fond, donc qui est le rectangle là, je vais ouvrir donc les paramètres du fond. J'ai 4 rectangles ici. Le premier, si je clique dessus, je supprime le fond. Vous voyez, le fond a disparu. Si je clique sur le deuxième, je vais ajouter une couleur. Alors attention, j'ajoute pas une couleur noire. C'est toujours noir ici, ce rectangle. C'est pour m'indiquer que j'ai ajouté une couleur. Il faudra ensuite définir la couleur, soit depuis le nuancier qui se trouve en dessous. Ok, regardez, je choisis du bleu, je choisis n'importe quelle couleur en cliquant dessus. Soit alors en cliquant ici, dans le rectangle en haut à droite ici, pour ouvrir le sélecteur de couleurs, dans lequel je vais pouvoir choisir une couleur autre que celle déjà présente dans mon nuancier. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux, en cliquant ici, ajouter un dégradé. Donc ça va m'ouvrir l'éditeur de dégradé, dans lequel je vais pouvoir choisir un dégradé déjà présent dans mes dégradés sauvegardés. Ok. Et si j'en souhaite d'autres, je peux cliquer sur la roue crantée ici. Je pourrais ici charger des dégradés, etc. Je vous invite, si vous ne savez pas comment créer des dégradés, à regarder ma vidéo que j'ai faite sur les dégradés. Je mettrai le lien dans la description. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Vous pourrez bien sûr choisir le type de dégradé que vous voulez en cliquant dans la liste ici. Ok. Vous pourrez choisir ici d'inverser ou non le dégradé et l'angle de celui-ci. Vous pourrez aussi choisir l'échelle de ce dégradé. En revanche, vous n'aurez pas la possibilité, avec l'outil dégradé ici, vous voyez, j'ai un interdit, je ne pourrai pas me servir de l'outil dégradé si je veux reposer correctement ou refaire l'orientation de ce dégradé. De cette manière-là, je ne pourrai pas. Donc avec l'outil dégradé, je ne pourrai pas. Okay, j'ai un message d'erreur. Très bien, donc je vais retourner sur la sélection de cet objet, je prends la flèche noire, et je vais poursuivre l'exploration des fonds. J'ai ici, en quatrième option, la possibilité d'ajouter un motif. Si je clique là, je vais avoir ici le sélecteur de motifs qui va s'ouvrir. Donc ici, j'ai l'ensemble des motifs que j'ai dans mon Photoshop actuellement. Vous n'aurez certainement pas la même chose que moi. Et si vous cliquez sur la roue crantée, vous pourrez aller charger des motifs. Okay. Et pour appliquer un motif, très simplement, il suffira de cliquer sur un motif. Okay. Vous pourrez changer ici la taille de celui-ci, l'échelle. Je vais mettre un autre motif peut-être. Je vais choisir allez, un damier. Ok. Donc voilà pour les fonds. Si je veux ajouter un contour, ici, je vais cliquer sur le sélecteur de contour. Et je vais retrouver les mêmes paramètres que pour le fond. C'est-à-dire que je vais pouvoir ne pas avoir de contour. Donc si je clique là, je n'ai pas de contour, ce qui est le cas actuellement. Je vais pouvoir ajouter une couleur, un dégradé et aussi un motif. Donc si je vais me contenter d'ajouter une couleur, donc je vais choisir un bleu de cette manière-là. Okay. Je vais sortir du sélecteur en cliquant ailleurs ici. Et regardez, il faudra définir ensuite l'épaisseur de ce contour. Soit vous saisissez une valeur ici, soit vous cliquez sur la flèche ici pour ouvrir ici le petit curseur qui va vous permettre de définir comme ça, à l'aide d'un cliquer glisser, l'épaisseur de votre contour. Très bien. Donc, vous voyez le contour ici, je vais zoomer un petit peu, voilà. Il arrive orienté vers le centre, c'est-à-dire qu'il pointe vers le centre de l'objet.
Si je clique ici, je vais pouvoir définir son alignement. Je vais pouvoir dire non, moi je veux qu'il soit à cheval sur le tracé. Ok, donc il est maintenant centré sur le tracé. Ou alors, en cliquant ici, qui pointe vers l'extérieur du tracé. Ok. J'aurai même la possibilité, si je souhaite, en cliquant là, de définir un aspect en pointillé pour mon contour. Ok. Il ne faudra pas que j'oublie d'aller remodifier ensuite les alignements. Et si je veux, je peux aussi avoir des points sur mon contour. Si je clique sur Autre option, je vais avoir la possibilité de personnaliser les pointillés. Ok, vous voyez les pointillés, les options se trouvent ici. Je vais pouvoir donc faire des séquences de pointillés comme dans Illustrator, c'est-à-dire qu'ici j'ai 0 en tiret et 2 d'intervalle. Je pourrais dire qu'ensuite j'ai 5 en tiret, donc ça me fait des tirets qui sont grands comme ça. Ensuite avec une intervalle de 2, ok, et etc. pour suivre, faire une séquence personnalisée pour mes pointillés. Si vous souhaitez, vous pourrez ensuite enregistrer cette séquence en cliquant ici sur Enregistrer et vous la retrouverez à la suite ici dans la liste. Alors je vais modifier ici la taille, voilà. Peut-être changer la couleur pour qu'on puisse mieux la voir. Très bien. Ok, donc voilà pour les contours. Si vous êtes en présence d'une forme avec des angles, vous pourrez, après l'avoir sélectionné, et ajouter une épaisseur de contour importante, on va dire voilà. Vous pourrez changer l'aspect des angles des contours. Ici, en cliquant là, vous avez les angles qui sont définis ici. Ok, je vais choisir des angles qui sont plutôt arrondis. Ça sera uniquement visible si le contour est centré sur le tracé ou bien qui pointe vers l'extérieur. Ok, donc il faut que j'aille déterminer ici l'alignement. Je vais dire qu'il est à l'extérieur. Ok, donc vous voyez maintenant, j'ai des arrondis uniquement sur le contour. Alors il ne faudra pas confondre les arrondis des contours avec les arrondis de la forme en elle-même. Ok, ici j'ai 0. Si j'ajoute un arrondi ici, ok, ça va me mettre bien sûr un arrondi, le contour suit. Donc là, dans ce cas, je n'aurai pas besoin d'ajouter des arrondis sur mon contour. Donc je vais remettre ici le contour de la forme à 0. Et regardez, voilà, ici, j'ai un arrondi uniquement sur le contour. Donc qui se détermine uniquement par ce paramètre-là. On n'a pas la possibilité de rentrer une valeur pour cet arrondi. Vous pourrez les avoir aussi en biseau. Ok. Donc là, ça marchera uniquement si vous êtes aligné, soit centré sur le tracé, soit aligné à l'extérieur, mais pas à l'intérieur, évidemment. En ce qui concerne ici les options d'extrémité, ça ce sera valable uniquement pour les tracés qui sont ouverts, on verra ça plus tard. Juste avant de terminer cette vidéo, je voudrais juste vous montrer que vous pourrez définir, avant de poser un objet, sa couleur de fond, ainsi que son contour et son épaisseur. Ok. Très bien, une fois que cette valeur est définie, à chaque fois que vous allez créer une autre forme, vous allez retrouver les mêmes paramètres. Donc pensez à modifier au préalable ces paramètres si vous souhaitez avoir autre chose. Sinon, vous serez obligé de les changer après, bien sûr. Faites attention aussi donc, lorsque vous posez des formes, à ne pas avoir éventuellement de calque sélectionné. Sinon, vérifiez ici que vous êtes sur Nouveau calque. Très bien. Ok, je vais juste vous montrer une petite astuce rapidement avant de se quitter. Sur un calque de type forme, comme nous venons de faire depuis le début, si vous double-cliquez sur celui-ci, vous allez pouvoir changer la couleur de fond aussi de cette manière-là. Ok, puisqu'en fait, ici, nous sommes en présence d'un calque de remplissage de type couleur unie avec un masque d'écrêtage. C'est pour ça qu'ici, vous avez dans les propriétés, masque qui est coché, ce qui vous permettra, regardez, d'ajouter du flou, si vous le souhaitez, à ce masque vectoriel. Et de modifier sa densité. Si vous placez la densité à 0, vous aurez votre document qui sera recouvert par ce calque de remplissage. Nous avons vu dans cette vidéo comment créer des objets primitifs vectoriels, nous avons vu comment modifier certains des paramètres, nous avons vu aussi comment modifier la couleur de fond et des contours sur ces formes.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous, n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto ou pour un autre cours.